Partenaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Dernière ligne droite au compte de cette émission, oui, les grandes gueules sur Radio Espace. Vous nous écoutez dans tous et Récoré sur Zali FM. Merci à vous qui nous écoutez également du côté de Cancan, sur Radio Espace Cancan. Merci de votre fidélité. Dans un instant, vous le voyez à l'écran, on parle santé, on parle de votre bien-être ce matin. Santé problématique de la prise en charge des hépatites virales en Guinée. On en parle encore ce matin avec un spécialiste. Quels sont les types d'hépatite, quels en sont donc les facteurs déclenchants et les facteurs aggravants. Qu'en est-il de la prise en charge de cette maladie en Guinée? Docteur Diallo Abdourahmane Douria, médecin enseignant, chercheur donc à la faculté de médecine de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Vous le voyez à l'écran, il est notre second invité. Et puis un peu plus tard, nous allons recevoir cette famille. Crise donc autour d'un projet de construction d'une nouvelle mosquée à Touba. On y revient encore ce matin, après les représentants hier de calife général de la ville sainte. Le tour ce jeudi donc à la famille Touraya. Quelle est sa version des faits? Va-t-elle enfin renoncer à son projet de mosquée? Entre autres, des questions posées ce matin chez les GG. Monsieur Bafodé Diaby, connu sous le nom de Diankem Fodé, porte-parole donc de la famille Touraya. Vous allez l'écouter ce matin chez les GG. Un clin d'œil sur notre plateforme GG au 8037 avec quelques auditeurs qui réagissent en direct. Je vous demande de vous intéresser à la gestion des préfets à l'intérieur du pays. Le préfet de Zérékoré, M. Aboubakar Mbob Kamara, est accusé, je ne sais pas ce qu'il veut dire, franchement, je ne comprends pas. Un dernier, bonjour les GG, c'est Alpha Oumar Adolphe depuis Dar es Salaam. Qui nous salue ce matin, merci beaucoup. Merci de m'avoir accepté dans votre émission. Je suis la seule personne qui a beaucoup de... Je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Allez, on s'intéresse à notre invité ce matin, Ahmed. On s'intéresse à notre bien-être, surtout. Ah, bien évidemment, c'est important parce que c'est vrai qu'en Guinée, on ne parle pas d'hépatite. La question de sida, il faut le signaler, nous a complètement emporté. Mais quand vous allez dans certains pays... Ebola, ouais. Oui, Ebola et autres. Quand vous allez dans les pays, surtout les pays développés, on vous parle beaucoup plus d'hépatite, même que de sida. C'est une maladie qui passe pratiquement, il faut le signaler, inaperçue. On n'apprend pas aux gens comment se comporter. C'est bien que ce médecin soit avec nous, ce chercheur soit avec nous dans ce studio pour nous en dire plus. Bonjour docteur. Bonjour messieurs. Merci d'être venu au compte de cette émission. Alors, bonjour messieurs, joyeux anniversaire à Espace d'abord. Merci. Félicitations à l'équipe. Moi je dirais des bonnes gueules, pas des grandes gueules. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Alors parlez-nous, c'est quoi l'hépatite? Alors l'hépatite, c'est une inflammation des cellules du foie. Et ici provoquée par des virus. Nous avons 5 principaux virus. Virus A provoque l'hépatite A, virus B l'hépatite B, virus C l'hépatite C, et virus D, appelé le virus delta, hépatite delta, qui co-infecte l'hépatite B, et le virus E qui provoque des problèmes au niveau des femmes enceintes. D'accord. Alors, on va laisser tomber la théorie, parler surtout du mode de contamination. Virus A et E sont transmis par l'eau sale, les mains sales, disons tout ce qui est de saleté dans ce pays. Et en Afrique, et donc ça, c'est avec l'eau souillée, les matières fécales, ça s'appelle la contamination féco-orale. C'est-à-dire des matières, tout ce qui peut toucher, provenant de, disons, des matières fécales, les mouches, tout ça là. Donc alors, avant de vous laisser continuer, est-ce que ce sont deux types d'hépatites qui sont beaucoup plus fréquents dans le monde rural guinéen, où il n'y a pas de système d'adduction d'eau, où les populations n'ont pas accès quand même à de l'eau potable, dans la plupart des cas? L'hépatite A donne une immunité naturelle à tous les Africains où il y a ce problème-là. C'est en Europe qu'il y a un problème au niveau de l'hépatite A. Ne perdons pas le temps. L'hépatite B et l'hépatite C, voilà le gros problème. L'hépatite B, le virus de l'hépatite B, c'est un virus qui est 100 fois plus contagieux que le VIH. Et il se retrouve dans toutes les sécrétions biologiques de l'homme, de la femme. Le sperme, les sécrétions de la femme, les larmes, la salive et la sueur.
dans les urines, dans les selles. Bref, vous avez le virus dans le sang. Vous pouvez le transmettre par le contact à travers la brosse à dents et chez le coiffeur. Bref, et surtout, l'entourage de ce malade, de ce porteur sain. Et le virus C, d'abord on dit que l'hépatite B, c'est la première infection sexuellement transmissible dans le monde. À partir du moment où ça se transmet par les rapports sexuels et par le simple contact, la sueur, les larmes, tout ça. Donc c'est la première IST du monde. Et l'hépatite C, c'est la bombe virale silencieuse à retardement selon l'OMS et l'Organisation mondiale de la santé. Docteur, est-ce qu'aujourd'hui, puisqu'on dit que c'est une maladie qui est peut-être peu connue, en tout cas qui nécessite moins de communication de la part des autorités, est-ce qu'il y a des chiffres qui existent? Est-ce qu'on connaît aujourd'hui? Justement, nous avons des chiffres très alarmants. Les statistiques internationales nous attribuent 10 puissance 7% d'hépatite C, soit le deuxième pays touché au monde après l'Égypte qui a 18 à 20%. Donc, deuxième pays au monde. Ouais. Ça sont les statistiques internationales qu'on publie en Égypte, aux États-Unis, en France, au Maroc, dans les conférences. Ouais. Et surtout que nous avons comme facteur aggravant l'aflatoxine B, qui est un virus qui se trouve dans les greniers, partout où il y a le riz, la manière de conserver le riz, les arachides. L'équipe du professeur Boireau de Pastoria a déjà retrouvé l'aflatoxine B quelque part collinté là avec les arachides. Donc, nous avons ces facteurs-là, mais surtout, il n'y a pas d'études. Les hépatites ne sont pas reconnues pour le moment en République de Guinée. Le mot hépatite n'existe pas dans les statistiques sanitaires de la République de Guinée, en tout cas il y a 2 ans. Ce qui veut dire que, pour le moment, les hépatites ne représentent pas un problème de santé publique en Guinée. Dans le monde entier, où mon ONG est représenté, nous sommes les SOS Hépatite Guinée et membres de l'Alliance mondiale contre les hépatites et membres de l'Association africaine contre les maladies du foie où je suis vice-président au Caire. Et nous sommes membres aussi de l'Association francophone de formation continue en hépatogastroentérologie. Ce qui veut dire que, à partir du moment où les hépatites ne sont pas reconnues, donc il n'y a pas de plan de lutte contre ces hépatites. Plan de lutte national. Programme national de lutte contre les hépatites. Alors notre ONG, déjà, avec les statuts, je vous donne déjà le dépliant, nous sommes là depuis 2012. Actuellement, nous avons suivi 403 patients porteurs de l'antigène HBS. D'abord, il y a un problème d'information au niveau du personnel de santé en Guinée. Quand vous avez le virus dans votre organisme, cela s'appelle porteur sain. Mais une fois que ce virus commence à se multiplier dans le foie, provoquer une inflammation et plus tard une cirrhose et un cancer du foie, à ce moment, vous avez l'hépatite. Donc, quand vous avez l'antigène HBS positif, vous êtes porteur sain. Et en Guinée, certains confrères prescrivent un médicament qui n'existe nulle part qu'en Guinée, l'immunoplex, et cela coûte cher. Et il y en a qui le prennent depuis déjà 20 ans, à tort. Ouais. Ce qui veut dire que quand il n'y a pas de programme national de lutte contre les hépatites, on n'a pas de moyen de diagnostic, laboratoire, on n'a pas de traitement. L'OMS propose le tenofovir. Les grandes gueules. En Guinée, le programme national de lutte contre le sida n'a pas ces 2 ARV. Bien. Allez, Abakar. Donc en clair, ce qu'il faut aujourd'hui pour une meilleure prise en charge de ces maladies, c'est de mettre en place un programme national de lutte contre les hépatites. Laissez-moi vous dire 2 chiffres très alarmants. La seule étude qui a été faite entre 1998 et 2001 par M. certain Salou Diallo, il a trouvé chez les donneurs bénévoles de sang, au CNTS, Centre national de transfusion sanguine, un chiffre de 14,65%. Particulièrement chez les jeunes de 17 à 27 ans, il a trouvé 15,77%. Ce qui veut dire que la jeunesse est menacée. Ouais. Mon ONG, sur les 403 malades que nous suivons, nous avons enregistré 5% de cancer du foie déjà qui sont décédés à leur âme.
nous avons trouvé 11,11% de cirrhose du foie. Et nous avons surtout trouvé une chose très grave, que parmi 403 patients, 84% parmi eux présentent une hépatite, déjà une maladie, la maladie du foie, qui va évoluer vers une cirrhose et ou un cancer du foie. Ça, c'est causé par quoi exactement, docteur? Par les virus, virus B et C. Oui, mais dans le plus concret, en termes simples, justement, pour nos auditeurs, quels sont les facteurs déclenchants justement de ces hépatites? Voilà. Ces hépatites, le mode de contamination, quand vous avez un porteur du virus dans le sang, dans l'organisme, dans le sang, d'abord, c'est le personnel de santé qui est le premier facteur de contamination. Voilà, en tête. Et un rapport sexuel avec soit un viol ou bien une famille qui est polygame, un rapport sexuel transmet, parce que vous avez ça dans les sécrétions et de l'homme et de la femme. Et nous avons comme activité principale des jeunes surtout le sexe, et c'est très dangereux. Et donc les rapports non protégés. Non protégés. Ouais. Et quand vous avez aussi le sang, la manipulation du sang, vous savez, il y a eu un problème ici au niveau du centre national de transfusion sanguine. À un moment donné, c'est le président de la République lui-même en personne qui est intervenu pour trouver des poches à sang. Et quand la sécurisation, la transfusion n'est pas sécurisée, le sang n'est pas testé au virus de l'hépatite B, C, et D et E, surtout l'hépatite C, c'est à travers le sang, même une simple goutte de sang projetée sur le visage de quelqu'un, dans la muqueuse, ça peut lui transmettre l'hépatite C. Bien. Donc, quand cette transfusion n'est pas assurée dans les normes, quand vous avez l'appareil, par exemple, de l'hémodialyse qui n'est pas désinfecté, vous avez les aiguilles de l'acupuncture ne sont pas stérilisées, quand un personnel de santé n'a pas de l'eau, ou n'avait pas de courant pour stériliser son matériel ou la salle d'opération, les malades peuvent se contaminer à travers son matériel souillé. Ouais. Bien. On est pris par le temps. Vous l'avez dit, pour l'instant, les hépatites virales ne sont pas une préoccupation de santé publique en Guinée. En tout cas, à voir un peu l'attitude des autorités. Les grandes gueules. Qu'est-ce que vous avez à conseiller aujourd'hui pour faire de cette... J'ai un appel à lancer. Oui. Premièrement, au conseiller de Monsieur le Président de la République pour qu'il lui rappelle l'article, je crois, 16, qui dit que le Président de la République est chargé de la santé de la population. Je ne sais pas si je me trompe. Deuxièmement, parce que je suis certain qu'avec ce deuxième mandat, avec le nouveau ministre de la Santé, pour la première fois, nous avons un ministre de la Santé qui est spécialiste en management de la santé. Et nous avons bon espoir. Et deuxième appel, c'est envers le nouveau ministre de la Santé, qu'il sache qu'il a un problème endémique qui met en danger toutes les personnes vivant en Guinée. Et surtout, l'aflatoxine n'est pas liée à une ethnie. Ce qui nous empêche de rencontrer l'OMS pour des raisons sociales. L'aflatoxine se trouve à Koundara, à Sigiri, à Kindia, partout dans le pays. Donc l'appel, c'est au niveau des conseillers, au niveau du département de médecine, que l'hépatite soit reconnue comme problème majeur de santé publique en Guinée. Qu'on élabore un programme national de lutte contre les hépatites. Qu'on arrête de me dire au ministère de la Santé, faites un programme, un projet vendable, et après, vous savez, vous connaissez mieux que moi les projets dont vous parlez. Quand on fait un projet, c'est vendu, c'est financé, vous savez la suite, vous connaissez la suite. Ensuite, un appel aux organismes internationaux. OMS, USAID, UNICEF et les pays amis, les États-Unis, la France, le Japon, toutes les bonnes volontés pour venir en aide à cette ONG SO Hépatite Guinée, qui est la seule structure aujourd'hui qui parle de ce problème en Guinée. Docteur Diallo Abdourahmane, merci d'être intervenu dans cette émission. Merci. Voilà. Merci, au revoir. Au revoir. Et bonne chance. Les grandes gueules continuent sur Espace. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace.
mais aussi sur Espace TV. Merci de nous rejoindre. Si c'est maintenant que vous le faites, évidemment. Crise autour d'un projet de construction d'une nouvelle mosquée donc à Touba. On y revient encore après les représentants hier du calife général de la ville sainte. Le tour ce jeudi à la famille Touraya. Quelle est sa version des faits? Va-t-elle enfin renoncer à son projet de mosquée? C'est la question que nous nous posons ce matin. Vous les voyez à l'écran, Monsieur Bafodé Diaby, connu sous le nom de Yenkem Fodé, porte-parole donc de la famille Touraya, et Mohamed Diakité. Ils vont s'installer dans ce studio, évidemment. On va revenir longuement sur ce dossier. Et voilà. Quelques messages reçus, GGO 8037. On y va là-dessus avec ces messages de certains auditeurs, évidemment, avec qui nous envoient ces messages en direct dans cette émission. Continuez-vous, auditeurs, à l'international, surtout de réagir. GGO 8037 si vous êtes en Guinée, sinon à l'international, c'est évidemment sur notre site internet, le www.espacefmguinée.info. Avec plaisir, on va essayer de prendre en compte vos propos. Voilà, le temps que ça s'ouvre, évidemment. Abakadalo, on va essayer de planter le décor parce que hier déjà, il y avait l'autre partie dans ce studio. Ouais, hier, moi ce qui m'a frappé, c'est dans l'intervention d'Elhadj Diaby et de M. Alassane Diaby, c'était cette détermination, cette farouche détermination à empêcher, à ne pas voir cette nouvelle mosquée construite à Toubaya. Je pense qu'Elhadj Diaby a été on ne peut plus clair. Il a dit que ce projet est venu par ignorance, non seulement de la religion, mais aussi de l'histoire de Touba. Il a expliqué que le porteur du projet, donc que ce projet n'a pas bénéficié de l'onction du calife général de Touba. Et il a aussi dit que c'est un projet, contrairement à ce qu'on a, on a souvent entendu, que les documents administratifs, donc notamment le permis de construire, que tout cela était du gros et relevait du mensonge. Donc il a dit à la fin du compte que c'est un projet qui ne verra jamais jour du côté de Touba. Donc le camp d'en face est avec nous. Bonjour monsieur Bafodé. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Alors il y a Elhadj Diaby qui le disait clairement hier, ce projet de construction d'une nouvelle mosquée à Touba. Et pour lui, ce projet ne verra jamais jour à Touba. Comment réagissez-vous à ce propos? Bon, toujours, je vais saluer à tout le monde qui sont là, au plateau ici avec nous. La première chose, la déclaration d'Elhadj Ali hier, c'est une déclaration qui vient de eux. Et ça n'a rien à voir avec les gens de Touba ou avec l'autorité ou avec... C'est le représentant du calife quand même qu'on a reçu ici. Bon, et ça peut être une calife, aucun problème. Ouais. Mais Touba, c'est autre chose. Ce qui se trouve à Touba, c'est les Toubaïens qui se connaissent. Qu'est-ce qui est entre eux à Touba? Qu'est-ce qui se passe exactement alors? Ce qui se passe à Touba, qu'on ne comprend pas du tout. Depuis des décennies, il y avait nos ancêtres qui sont déjà passés. Ils nous ont laissé Touba dans la dignité. Ils nous ont laissé Touba avec le respect total. Et de savoir toujours auprès de nos seigneurs, de Dieu. Pourquoi vous tenez à construire cette mosquée dans ce sens que vous savez que ça crée un conflit. Il y a eu même des morts. Hier, je le rappelais dans cette émission. Absolument. Pourquoi vous tenez à construire cette mosquée? Et cette mosquée, et pourquoi il doit être construit? Parce qu'il y a un problème de place à Touba. Comme la mosquée. On a un premier mosquée qui sont construits par notre grand-père. Il n'y a aucun problème. Mais alors là, le moment que nos grands-pères ont construit cette mosquée-là, c'était vraiment le temps là, peut-être 100 personnes ou 200 personnes. Et aujourd'hui, à Touba, à 28 000 habitants. D'accord. Qui sont à l'environ de Touba. Touba à l'intérieur même à 3 000. Et Elhadj Diaby dit que la mosquée qui existe, elle n'est même pas remplie, même les jours de vendredi. Et le jour de vendredi, la mosquée est remplie jusqu'au Marseille. Marseille est à côté. Tout le monde voit que le jour de vendredi, que les gens qui viennent pour prier dans le mosquée... Donc pour vous, il y a une nécessité. Il y a une nécessité de faire un autre mosquée. Pas seulement un ou deux mosquées. Plusieurs mosquées à Touba, parce que Touba est grand maintenant. D'accord. Bien. Donc c'est pas une question de défier qui que ce soit. Du tout. C'est juste à défendre Touba et les Toubaïens et les musulmans. Bien. Parce qu'il faut obligatoirement... Et la démographie de Touba est grande. Ok. La cité est sortie jusqu'à en dehors de ville. Les gens construisent partout. Donc, auprès des montagnes, au niveau des canaux, au niveau de Kuntama, au niveau des Kamula et des combats,
les gens en train de sortir. Donc il faut que les gens aient là une place, là où ils vont adorer leur Dieu. Parce que beaucoup pensent qu'il y a une manipulation derrière, évidemment, cette construction de mosquées. On se rappelle que le président a limogé, entre autres, le secrétaire général de la Ligue islamique, le ministre de l'Intérieur aussi est passé. Finalement, à la fin du compte, pour la paix, la quiétude dans la ville, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes prêt à renoncer à ce projet pour la paix, comme il le dit, au nom de la paix, de la quiétude et surtout du vivre ensemble à Touba? Au contraire, la paix, c'est de laisser les gens vivre comme ils veulent. C'est-à-dire la liberté totale. Donc pour vous, il y a une ségrégation. Surtout contre les Yara. Ok. Que hier, il parle de Yara ici, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il entend de parler. Yara, cela veut dire quoi? Tout est Yaranké. Qu'il soit Touraya, Karambaya ou Yara, on est des Yaranké. Touraya, c'est quoi? Touraya, c'est des pères pour les Karambaya. D'accord. C'est-à-dire. Et les Karambaya, c'est quoi? Les Karambaya, c'est des fils pour les Touraya. Je dis bien fils pour les Touraya. Il faut que vous compreniez ça. Et eux aussi qui écoutent, ils savent très bien qui quoi parle. C'est des communautés, je comprends pas. C'est pas une communauté, des familles, c'est les mêmes familles. C'est des familles. Masalan, grand, c'est-à-dire le grand-père. Hein? Un seul grand-père qui a des enfants, maintenant ils sont en ce moment-là, voilà, chacun est parti un peu à côté parce que la démographie est grandie. Voilà. Donc il faut que je vais poser cette question à M. Mohamed Diakité, parce que vous suivez cette crise aussi. Hier, on a écouté Elhadj Diaby et M. Alassane Diaby qui indiquaient que ce projet de construction de cette nouvelle mosquée n'a pas bénéficié de l'accord, du soutien du calife général. Est-ce vrai? Moi, en tant qu'observateur, ce que j'ai observé sur le terrain, parce que ce que je dis aujourd'hui, beaucoup de Touba me regardent, me suivent réellement, à la télévision le plus éléphant de l'Afrique, comme je dis, qui connaît le droiture, qui permet aux Guinéens et le monde entier de parler et de sentir la vérité, afin de ne pas se trouver sur un terrain qu'on ne peut pas s'en sortir. C'est que moi j'ai à dire, j'étais sur le terrain, le calife qui est décédé, qui a été enterré, le cas s'est passé en ma présence. Celui qui était calife, qui est décédé tout dernièrement de Touraya, il est décédé, il était question de faire l'enterrement pour eux, pour Karambaya, qu'on allait faire l'enterrement au niveau de la nouvelle mosquée. Mais j'ai vu tout Touraya se mobiliser d'aller faire la prière au niveau, comment on appelle, de la grande mosquée, et aller faire l'enterrement. Mais le problème, l'autorité était sur le terrain, dire que les califes n'étaient pas d'accord. Moi, en tant qu'observateur, je dirais que les gens n'ont qu'à cesser de venir parler au nom des communautés à la base, à la radio, et de permettre aux fidèles guinéens, aux fidèles musulmans guinéens, de permettre à tous les musulmans de faire que la confiance qu'ils ont pu porter à des djakanké. Est-ce que je me fais comprendre comment on appelle de la grandeur comment on appelle, de la religion musulmane en Guinée, de cesser de venir dire des choses qui ne sont pas claires. La question, est-ce que pour un projet de ce genre, il faut d'abord obtenir l'assentiment, l'accord du calife? Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Parce qu'il y a une mort d'homme quand même, voilà. C'est très grave. Vous n'allez pas... L'accord était là, sur le terrain. Le problème est que... Ils disent que vous n'avez pas d'accord, vous n'avez pas l'accord du calife. L'accord du calife était effectif. Parce que l'accord des califes, ils se sont retrouvés. Les grandes gueules. C'est quoi? Ceux qui viennent parler aujourd'hui ici, au nom du calife, ceux-là voulaient le projet ça serait mieux peut-être que vous nous expliquiez au lieu de s'attaquer aux autres. Non, on s'attaque pas. Si, quand vous dites que ce sont des imposteurs, c'est ce que vous voulez dire exactement, dire oui, ils viennent parler au nom du calife. Or, c'est pas dans ce sens. Vous avez posé une question, exactement, c'est de savoir est-ce que vous allez renoncer à ce projet de construction de mosquée pour avoir la quiétude du côté de Touba? Bon, là, je vais laisser Aïla. Allez-y, Elhadj Diaby. Bon, cette question-là, bon, on sait qu'en ce moment-là, il faut la mosquée à Touba. D'accord. Mais il y a une mosquée déjà à Touba. Mais il y a une mosquée à Touba, mais c'est petit, trop petit. Il n'y a que 800 places à cette mosquée-là. Il y a 800 places. Parce qu'à un moment donné, vous avez parlé de distance quand même. Hier, M. Diaby était là et il nous a expliqué comme quoi... Il n'y a même pas 100 mètres. Je vais vous dire, il y a au moins, je sais qu'il y a clairement 700 mètres entre cette mosquée-là avec l'autre. D'accord. Ok. Là, il dit hier qu'il faut 7000 mètres et 7000 kilomètres. Comment 7 kilomètres 7 kilomètres pour aller jusqu'à une ville de Conakry. Comment un fidèle qui va quitter ici, aller prier
à Conakry pour 7 km entre la mosquée et l'autre mosquée. Ça, c'est déjà les paroles d'ignorance. Il faut le rappeler, déjà, la mosquée a été saccagée. Hein. Et saccagée, oui. Sur le plan administratif. Sur le plan administratif. Est-ce que vous avez eu tous les documents administratifs pour... On a beaucoup de documents. Vous avez eu le permis de construire On a tout ça avec nous. Si vous voulez même, on va vous montrer maintenant. Délivré par l'autorité. Premier est délivré par la décentralisation. Deuxième est délivré par le secrétariat général de la Ligue islamique. Voilà. Oui. Il faut le rappeler, M. Bafodé Diaby, connu sous le nom de Dienkin Fodé, porte-parole donc de la famille Touraya, accompagné de Mohamed Diakité. On revient évidemment sur cette crise du côté de Touba. Allez-y. Oui. Ce que je voudrais savoir, on parlait de l'accord tout à l'heure. Diakité a dit le calife avait donné son accord. Est-ce qu'il y a un écrit? Et puis la seconde question que je voudrais poser, est-ce que vous nous constatez pas aujourd'hui que la majorité de la population de Touba est contre votre projet? Les grandes gueules. Ok. Pour le moment, attendez, je vais répondre ça. Ce que je vais vous dire, en disant que l'accord de tous les Djaranké à Touba, en disant nous à Touba, on n'est pas pour dire que voilà, on va donner un accord pour écrire ou quoi. Ce qu'il y a, on présente l'excuse, c'est-à-dire on présente le respect, soit Karambaya, soit les Diara, soit les Touraya. On amène un kola pour dire que voilà, on a besoin de faire tel à Touba. Donc, est-ce que tout le monde il veut que ça soit passé comme ça? Et au début, il n'y a aucun problème. Au début, tout le monde est d'accord. Vous avez fait ça? On a fait ça plusieurs fois. Vous êtes allé vers la notabilité avec les noix de cola? Tout le monde. Et c'est quoi le problème alors? Tout le monde, et même les ministres qui sont déjà limogés, qui s'appelle Mahmoud Sissé, il nous a autorisé pour la 3e fois encore d'amener le cola. On a amené le cola encore là-bas. Et quand vous avez amené le cola, qu'est-ce qu'on vous a dit? Rien ne dit. On a accueilli votre projet favorablement? Il y en a qui acceptent, il y en a qui disent non. Pourquoi? Karambaya qui dit non, Sol qui dit non, c'est pas les Yara qui dit non, c'est Karambaya qui dit non. Pourquoi Karambaya dit non? Je vais vous dire maintenant. Voilà, c'est ça, on veut savoir. Voilà les Karambaya qui sont en train de se venger à 10 ans, prendre le flambeau, je ne sais pas, de se montrer une grande contre le père. C'est-à-dire de censer, de modifier les codes pénals de Touba qui sont instaurés par les grands-pères qui sont passés en disant que eux, ils vont prendre sur des vents. C'est-à-dire contre les papas. Ok? Donc, en clair, les fils veulent prendre le pouvoir. Voilà, sur les papas. Prendre le pouvoir pour les papas. Maintenant, les papas, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils disent, écoute-moi bien, laisse tomber les places là. On ne veut pas ça. On veut que Touba il soit vraiment une modeste. Parce que là, la population a besoin d'être vraiment, je ne sais pas comment dire, libre. Où vous en êtes aujourd'hui avec ce projet-là? Là, en ce moment-là, on est en ce moment-là, nous, on a saisi toujours l'autorité. L'autorité, il fait leur boulot, il fait leur travail. On a confiance à l'autorité, notamment le président de la République, monsieur professeur Alpha Condé. On a besoin de lui de trancher ce problème-là à Touba, qui n'est pas un problème de difficulté ou un problème qui va à l'ensemble contre toute la Guinée. On veut juste que Touba il soit vraiment libre de construire la mosquée et faire autre chose pour les gens de Touba, pas pour les Touraya. À combien vous évaluez les pertes? Parce que la mosquée a été plusieurs fois saccagée. À combien vous estimez les pertes aujourd'hui? Bon, pour le moment, là, on ne peut pas dire exactement combien ça fait, mais je sais que l'expert, il continue sur le terrain, il cherche à savoir la valeur. Je suis obligé de rendre l'antenne. En tout cas, monsieur Diaby, merci beaucoup d'être passé chez les juges ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Diakité. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, on a terminé ce matin. Demain, on va vous retrouver évidemment pour un autre numéro. Grand merci à l'équipe technique de ce matin, à Mamoudou Kondé pour la réalisation côté TV et du côté de la radio, évidemment. Diaby était là. Passez une excellente soirée sur Espace TV. Au revoir.